En France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Avec 12 millions de chats et 7 millions de chiens, ils ont chacun leur fervent supporter. Mais lequel est le meilleur animal de compagnie? Le chien. Ou le chat. Ce soir, 13 épreuves sportives et intellectuelles pour comparer les capacités de nos deux adversaires. 1m15. 1m15. On va dire, ouais, 1m15. 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 Nous testerons leur rapidité, leur agilité, Magnifique. leur sens du toucher, leur odorat, Là, à mon avis, tu vas t'incliner. Bravo. et nous comparerons aussi leur intelligence, Qu'est-ce qu'il m'a fait? leur façon de communiquer avec nous, Oh, c'est beau, ça. ou encore de s'attacher à nous. Voilà. Allez, Loulou, je suis là, t'inquiète pas. Tiens là, Loulou. Qui sera le plus performant? Moi, je vais soutenir les chiens pour les porter jusqu'à la victoire. L'honneur des chiens repose sur toi, mon petit Loulou. Oh, t'es trop fort, tu as envie de m'épater. Eh ben, ça marche. Et je vais rien lâcher, je peux vous dire. Ah, yes, bravo. Là, le chien, il est comme ça. Moi, je supporterai les chats. Montre à Faustine ce que peuvent faire les chats. Ils peuvent compter sur mon enthousiasme sans limite. Mais si je ne m'abuse, Faustine, les chats ont toujours un point d'avance. Ouh, enfin, on est presque à égalité. Je défendrai mes petits félins comme un tigre. Je trouve que tu fais très bien du chat, en tout cas. Bien sûr. Pour nous aider à départager nos deux concurrents dans cette bataille sans relâche, la vétérinaire Isabelle Pasquet apportera son expertise. Ce qui fait que quand on regarde le chat en pleine obscurité, on a l'impression que son œil est phosphorescent. Elle nous permettra de mieux comprendre les deux adversaires de la soirée. Le résultat se passe de commentaires. Mon sens de la compétition en prend un coup. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir Mac. Bonsoir Faustine. La France compte 63 millions d'animaux de compagnie. Alors si vous n'en avez pas un à la maison, vous en connaissez forcément autour de vous. Et parmi ces animaux, le chat et le chien se livrent un combat sans merci pour s'imposer comme l'animal préféré des Français. Mais alors, qui est véritablement le meilleur animal de compagnie? Le chien. Ou le chat? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Faustine, bonsoir Mac. Vous allez vraiment nous aider à décrypter le comportement de nos animaux. Je vais faire au mieux. Et on va essayer de les départager en toute objectivité. À peu près. Vous avez une préférence pour les chiens et les chats? Alors, j'ai pas vraiment de préférence, je vais rester neutre. Je suis la Suisse ce C'est la soir. Suisse. Voilà. Exactement. Pour chaque épreuve, nous avons voulu avoir votre avis, enfin votre pronostic sur la question, et pour cela, nous avons réalisé un sondage. À la question « Laquelle des deux espèces est la plus agile ?», vous avez été 94% à répondre... Le chien. Bah non, le chat bien sûr. C'est vrai que je te reconnais que les chats sont connus pour être très souples et adroits. Regardez ces images, elles vont vous surprendre. Ces images confirment les résultats du sondage. Oui, le chat est très agile, mais je ne pouvais pas ouvrir officiellement la compétition sans vous montrer que le chien est tout sauf un empoté. Regardez, FIFA et Curly sont championnes et vice-championnes du monde d'agility. Hop, c'est parti. Ouh, et ça part en flèche. FIFA et Curly montrent ici des capacités physiques exceptionnelles d'endurance, de rapidité, de tonicité et de détente. FIFA, viens! Bravo, championne du monde FIFA. Allez, Faustine, je crois qu'il est temps d'entrer dans la compétition. Et pour commencer, on va mettre la barre très haut pour le saut en hauteur. Les chats et les chiens sont capables de faire des choses incroyables. On est quand même d'accord pour dire que sur le plan des capacités physiques, c'est le chat qui l'emporte. Je pense qu'il faut vérifier. Nous allons comparer le saut en hauteur du chat et du chien avec deux concurrents du même gabarit. D'un côté, Walker, le Bengale, de l'autre, Java, le Jack Russell. Lequel sera le meilleur athlète dans cette épreuve? Bonjour Agnès. Tout à l'heure, on aura un Jack Russell, oui, ça se voit à peu près au niveau de la taille. Alors, Walker va tenter de sauter à 1 mètre du sol.
Walker saute sans hésitation sur une plateforme d'1 mètre. Quand on pense qu'il a une tête qui doit être à peu près à 30 cm du sol, ça veut dire qu'il peut sauter à plus de 3 fois sa hauteur, parce que c'est la tête qui compte dans ces cas-là. Alors en plus, il a fait avec beaucoup de facilité. On peut essayer de le monter à 1,25 m? Vous pensez que c'est possible? Walker n'a eu aucune difficulté à se propulser à 1 mètre du sol sans élan. Pourra-t-il relever ce nouveau défi? Ok. On peut le motiver. Allez! Allez! Ouais! C'est quand même extraordinaire. On est à 1,25 m, c'est-à-dire on est à plus de 4 fois la hauteur de sa tête. Moi qui mesure 1,80 m, c'est comme si je sautais à plus de 7 mètres de haut, ce dont je suis bien incapable. On est très au-delà des performances humaines. On verra De tout nos à l'heure celle capacités. du chien. Qu'est-ce qui explique déjà cette détente incroyable du chat? Alors déjà, le chat, en fait, quand on regarde ses postérieurs, sa façon de ses appuis, il s'appuie donc sur ses doigts et en fait, ses postérieurs agissent comme de véritables ressorts qui permettent du coup d'entraîner une détente. Appuyé sur ses doigts et non pas sur son pied ou sa main comme je le fais ici, il a un ressort de plus déjà. Voilà, D'accord. déjà. Et puis ensuite, il a une musculature puissante au niveau des cuisses, également au niveau du dos. Il a des os très légers, ce qui lui permet de s'élever comme ça aussi plus facilement. Et enfin, il a cette souplesse qui permet une Il se détente. détend, il s'ouvre, Voilà, il s'ouvre complètement complètement. quand il saute. Bravo, bravo Walker. 1,25 m, plus de 4 fois la hauteur de sa tête. Record à battre. On va voir ce que dit Faustine. Java va tenter de battre le record de Walker et croyez-moi, on va vraiment tout faire pour qu'elle y arrive. Alors Isabelle, nous on est un peu commentateurs sportifs. Démonstration Java. Allez. Non, faudrait pas qu'il s'appuie sur la paroi, sinon ça fait alpinisme. Également, ils ont une... Vas-y Java. Oui, c'est beau ça. Là on est à 1 mètre 15. 1 mètre 15. On va dire, ouais, 1m15. 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 C'est 1m15. Bon, d'accord, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus près, c'est plutôt 1,5 m. Eh mais c'est déjà pas mal quand même. Hein. C'est énorme quand même, parce que quand on voit sa taille, on se dit que C'est une athlète. c'est une athlète. Voilà. En fait, ce sont des sportifs de haut niveau, les chiens. Le chien est tout à fait capable de sauter en hauteur. Il a tout pour, des bonnes cuisses, un dos qui va être solide. Mais il n'est pas fait pour ça. Ça entraîne quand même des micro-traumatismes à force au niveau de la colonne vertébrale, également au niveau des genoux. Là, on l'a fait pour l'expérience, mais à la maison, évitez de le faire régulièrement. Java. Oh, Java, bien. J'ai pas pu m'empêcher. Malgré tous les efforts de Java pour se dépasser, Walker l'a battu de 20 cm sans effort apparent. Merci Walker. Grâce à toi, les chats marquent le premier point de la soirée. Tu remarqueras que je fais des câlins à l'adversaire, je suis bonne joueuse. D'accord, les chats sont de vrais athlètes, mais des chiens bien entraînés peuvent quand même sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur. Hein. Oui, ils peuvent sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur, mais avec élan. Mais nous, comme on compare ce qui est comparable, tu dois bien admettre que les chats sautent plus haut que les chiens. Mon sens de la compétition en prend un coup. Hein. En tout cas, sur les sauts en longueur, je suis sûre que les chiens vont se rattraper. Ming ne répond pas à cette provocation de bas étage. Pour cette épreuve, nous avons invité un chien remarquable. Il s'appelle Ja et il peut sauter jusqu'à 4,50 m en longueur. Enfin, c'est ce qu'on nous a promis. Bonjour John. Bonjour. Vous êtes venu avec Ja, c'est ça? John et Ja. Voilà, tout à fait. Et donc, qui est un berger belge malinois. Tout à fait. Est-ce que c'est une race qui a des capacités exceptionnelles pour le saut en longueur, Isabelle? Oui, parce que tous les bergers, en fait, sont des animaux qui sont extrêmement athlétiques et qui ont des attaches assez fines, une grande détente, une forte musculature. Alors, on va voir comment ça se passe. Allez, Ja, fais-nous un beau saut. Au pied. Dépêche-toi. Il est magnifique, il est magnifique. On dirait qu'il a des chaussettes. Ouais. Ah, bouger, garçon, ça c'est bien. Allez, tiens, saute. Allez, voilà. Allez, gamin, allez. Bon, bah c'est raté pour cette fois. Je rappelle quand même qu'il est très difficile de tourner avec des animaux car bien sûr, on ne maîtrise pas grand-chose. Pour sauver l'honneur des chiens, Ja va quand même retenter l'expérience. Assis. Pas bouger. Allez, tiens, saute. Allez, voilà. Tiens, saute. Allez, tiens, saute. Allez. Putain, chier. Décidément, qu'est-ce que vous pensez qui bloque, Je sais pas. John? Il a pas envie aujourd'hui, hein? Trop de stress, T'as les pas caméras, il y a trop de monde un peu perturbé.
Est-ce que c'est pas le maître qui est stressé? Non, pas du tout, pourtant. C'est vrai? Non, c'est vrai. Pourtant, cet après-midi, John a entraîné seul son chien et sans qu'il le sache, nous l'avons filmé. Allez, tiens, saute. Allez, 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 allez. Sans la pression excessive de John, le Malinois a bien sauté 4,50 m. Quand on voit déjà sauter, on se rend compte que l'élan, déjà, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, il y a cette puissance, ce ressort au niveau des postérieurs qui va entraîner la détente. Et ensuite, le saut en longueur, ce qui est important, c'est de voir la tonicité musculaire qui permet d'avoir cette prise à l'air et d'aller le plus loin possible tout en étant extrêmement tonique. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les chats n'ont pas cette capacité à sauter 4,50 m. Hein. Alors, ça sera difficile pour eux parce qu'en fait, ils prennent pas cet élan magnifique que prend Ja. L'exploit de Ja s'explique par la technique de chasse du chien, qui court après sa proie et augmente ses foulées pour atteindre son objectif. Le chat, à l'inverse, ne prend pas d'élan pour chasser. Il se tapit pour sauter sur sa cible. Pour mesurer le saut en longueur du chat, nous devons changer de technique. Ce très beau chartreux va tenter de sauter d'une table à l'autre. Nous le stimulerons à l'aide d'un plumeau. Alors, Ja, le Malinois, a sauté 4,50 m à l'entraînement. Je voudrais savoir si les chats, et notamment Ming, ce magnifique chartreux, peut faire aussi bien. Valentine, vous êtes prête? Je suis prête. Vous êtes prête? Eh bien, vous avez carte blanche avec le plumeau pour stimuler le réflexe de chasse de Ming. C'est parti. Ming, Ming, allez, hop, allez Mingo. Ming, Ming, allez Mingo. Allez. Ming, Ming, allez, 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 Mingo. Allez, oui. Magnifique. Le chat vient de sauter 1,50 m. Si je mesure globalement sa longueur, on est sur un animal qui fait 40 cm de long. Donc il saute presque 4 fois sa longueur. Rapporté à nous, c'est quand même un très bel exploit. Je suis en train de faire le calcul. Voilà. C'est comme si un homme d'1,75 m de haut parvenait à sauter 6,50 m à pieds joints. Impossible, évidemment. Probablement que sa détente est plus importante que celle du chien. Si on devait les comparer sans élan, je pense que le chat, rapporté à sa taille, gagnerait le chien. Peut-être. Il n'empêche que Ja, notre Malinois, a sauté 3,50 m de plus que Ming. Alors avec ou sans élan, le chien remporte bien son premier point. Le record du saut le plus long jamais réalisé par un chat, c'est 1,82 m. Alors c'est pas mal, je te l'accorde, Mac, mais c'est quand même rien par rapport au record réalisé par un berger malinois. Vibi, lui, il a sauté à plus de 9,80 m. Imbattable. Waouh! Alors attends, 9,80 m, c'est 85 cm de plus que le saut de Mike Powell, le champion du monde en titre du saut en longueur. Ah oui, donc tu sais tout, quoi. Non, sur ce coup-là, j'ai révisé. Est-ce que tu savais que les lévriers pouvaient courir à plus de 60 km/h en 3 secondes? Waouh, D'accord ? pas mal. Oui, nous sommes allés en Indre-et-Loire rencontrer Martine. Martine, elle est passionnée par des greyhounds. Tu sais ce que c'est? Les greyhounds, c'est des sortes de lévriers. En fait, tu suis, quoi. Ça, vous allez voir, ils font des courses absolument hors du commun. Regardez. Dans ces courses, les chiens se propulsent au maximum de leur vitesse à la poursuite d'un leurre pour atteindre la ligne d'arrivée et gagner la première place sur le podium pour eux-mêmes et surtout pour leur maître. En France, une 60aine de courses par an rassemblent quelques parieurs passionnés par les capacités physiques extraordinaires de ces chiens capables de courir jusqu'à 90 km/h. Et voici Martine. Cette passionnée de courses de lévrier s'apprête à vivre une journée très importante. Elle vient d'arriver sur le plus grand cynodrome de France, à la Chapelle Blanche Saint-Martin, en Indre-et-Loire, avec Jingo. Jingo, c'est son champion. Alors Jingo est déjà très bien fait. Il a des très belles angulations. Il a un coup puissant qui lui permet de tirer sur son effort. Et surtout, il a un caractère de course exceptionnel où il voit tout, il comprend tout. C'est vraiment le pur chien de course, comme on les aime. Là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il vient sur cette piste, qui est un petit peu plus longue que les cynodromes où il a été jusqu'à présent. On est toujours stressé avant une course. Enfin, il ne faut pas le faire voir aux chiens. L'enjeu, c'est la première place du podium. Et pour assurer la victoire, Martine a ses petits secrets. Déjà, on arrive la veille, toujours, parce qu'il ne faut pas faire plus de 50 km avec un lévrier qui va courir. Elle a aussi quelques rituels. Je
Je masse avec des huiles essentielles. Et là, je vais mettre de la crème à l'intérieur de ses cuisses. J'ai envie qu'il court le mieux possible. Des fois, tu es 3e, mais dans une course super, tu es aussi content que si tu avais gagné. Lui, j'avoue qu'il m'impressionne beaucoup parce qu'on sent qu'il va chercher, il arrache, il fait tout ce qu'il peut pour aller à la gagne. Des chiens comme ça sont pointus et peuvent être vexés s'ils ne sont pas dans le coup, quoi. Avec son dossard rouge numéro 1, Jingo part repérer le circuit de 510 mètres. Une distance qu'il n'a encore jamais parcourue et sur laquelle il devra notamment affronter Grand Mademoiselle, au maître très confiant, vous allez voir. Aujourd'hui, elle est en très bonne condition. Avec cet adversaire de choc, Jingo va devoir se dépasser pour gagner. Les paris sont lancés. Au double, Johanjo, femelle de 2 ans. Direction les boîtes de départ aux couleurs des dossards. Go, go. Et c'est parti! Stimulés par leur instinct de chasse, les lévriers s'élancent à toute vitesse sur la première ligne droite, puis le premier virage, avec Jingo en tête. Mais dans le dernier virage, le dossard numéro 2 passe devant notre champion et il franchit en premier la ligne d'arrivée. La course était magnifique. Il n'y a rien à regretter quand une course se passe comme ça. C'est bien, mon Jingo. Martine peut être fière de son champion. Bonjour Martine. Bonjour. Quelle course incroyable de Jingo. Oui. Bravo Jingo. Alors c'est quoi la C'est le particularité de ces chiens magnifiques? Eh ben, ce sont les chiens qui courent le plus vite, enfin les lévriers qui courent le plus vite, qui sont élevés pour la course et pour la chasse dans certains pays. Ils peuvent monter jusqu'à combien de kilomètres heure à peu près? Ils peuvent monter jusqu'à 80 km/h dans 80 de bonnes km/h. conditions, sur des bons cynodromes, sur des belles pistes. 80 km/h. En matière de vitesse, le moins qu'on puisse dire, c'est que le lévrier, il bat des records. Mais malheureusement, Mac va être content. L'animal le plus rapide du monde, il fait partie de la famille des félins. C'est le guépard. Vous savez à quelle vitesse il peut aller, Martine? 110, 120. 110, 120 km/h. Et si vous observez la course du chat et du guépard, vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes. Avec son corps mince et extrêmement musclé, le guépard est une machine de course. Une machine capable d'accélération incroyable. Sur ces images, on voit bien à quel point sa technique de course est identique à celle du chat. Tous les deux sont de véritables sprinteurs. Donc, si je récapitule, les lévriers vont extrêmement vite, mais sans élan au départ arrêté. Le chat, héritier de ses ancêtres sauvages, est bien plus rapide. Alors, c'est extrêmement difficile de les départager. Moi, je dirais match nul, chien et chat sont toujours à égalité. Quelle incroyable rapidité. Tu vois Faustine, je commence à comprendre pourquoi en France il y a 12 millions de chats contre seulement 7 millions de chiens. Oui, t'es limite de mauvaise foi, mais va pas trop vite. S'il y a bien une qualité sur laquelle les chats ne rivaliseront jamais, c'est bien l'endurance du chien. Tu savais qu'il existait des courses de canicross où des propriétaires peuvent parcourir des kilomètres avec leur animal de compagnie, et il existe encore plus fort des courses de chiens de traîneau de 1200 km à travers les Alpes. Là, à mon avis, tu vas t'incliner. Regardez. Voyons. Ces courses sont de véritables challenges pour les chiens. Entraînés quotidiennement pour arriver au plus haut niveau, ils peuvent parcourir jusqu'à 130 km par jour dans des conditions souvent extrêmes. Un véritable sport d'endurance pour des athlètes à 4 pattes inoxydables. Voici Jean. Il est venu avec 12 huskies sibériens pour nous parler des capacités de ces chiens particulièrement endurants. Et moi, je vais en profiter pour aller faire un tour. Bon, je suis en tenue parce qu'il fait très froid, il pleut. Je reste une femme en toutes circonstances. Bonjour Jean. Bonjour. On peut s'embrasser malgré ma moumoute? Je suis ravie. Alors, ce sont tous vos chiens? Une partie, oui. Une partie. Pourquoi vous en avez combien?
Bah, avec les anciens et puis les jeunes, il y en a 27. 27, d'accord. Et là, en fait, on voit qu'ils tirent, c'est que ça les amuse, ces courses? C'est qu'ils ont envie de partir courir, d'aller courir, c'est leur plaisir. Allez-vous m'emmener faire un tour? Jean conduit des chiens de traîneau depuis plus de 20 ans. Allez, vas-y, Jean, je t'emmène. Il est 2 fois champion du monde. Ok. C'est parti, mon kiki. Ok. Oula. Fais gaffe, attends. Oh, on va être propre, on va être propre. Oh, c'est quel privilège. Ouais, Il y a beaucoup de chiens d'attelage en France? Oui, il y en a pas mal. Il y a 2 types de chiens. Il y a des chiens de race comme ceux-là, des Siberian Husky. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle de l'Alaskan Husky. À gauche. Mets-toi à droite, Elfie. Mets-toi à droite, à droite. Ok, gauche, devant, d'accord. droite. Elfie, c'est la première là-bas? Oui, c'est celle qui est à gauche, ouais. Ah, celle qui est à gauche. Et donc, si tu lui donnes une indication de droite-gauche, c'est elle qui va guider C'est ça. tout l'attelage. Puis l'autre. C'est incroyable. Voilà. Super. Incroyable. Bravo les filles, bravo. Sage, sois sage. Alors, là, je t'ai pas épaté là? Superbe. Ça t'a plu? Ouais, impeccable. Jean? Ouais. Jean qui félicite ses championnes du monde. Bonjour Jean. Bonjour. Ce sont des champions du monde 2 fois. Vous participez chaque année à plusieurs courses. Ouais. Quelle est la plus longue que vous ayez faite? Je fais surtout la carotte qui est une nouvelle course là, et qui est une course magnifique qui a fait 500 km à peu près. T'imagines carrément. l'endurance des chiens qui Alors, peuvent tenir sur 500 km? C'est pas les 500 chiens qui font kilomètres, ça. Hein. les chiens, ils aiment vraiment faire ça. Tu les là, entends? On veut y retourner. Là, ils veulent y retourner. Le husky qui est un chien de race, ils s'économisent tout le temps, ils sont jamais à fond. Ils donnent jamais, ils regardent toujours sous le pied. Comme moi. vous voulez que là, il n'était pas à fond. Faustin était à fond. Hein. Et là, est-ce qu'on t'épate pas, nous, la Non, team chien? Non, c'est sûr que sur l'endurance, évidemment, les chats ne peuvent pas rivaliser. Pourquoi? Souvenons-nous de leurs ancêtres sauvages. Les loups doivent être endurants pour poursuivre leur proie sur de très longues distances. Tandis que les félins, eux, se contentent d'un petit territoire où ils demeurent à l'affût du moindre gibier qui passe. Moi, ce que j'en dis, c'est que grâce aux huskies de Sibérie, les chiens remportent ce pont. Nous allons nous intéresser au pouvoir sensoriel de nos animaux favoris. Vous allez voir à quel point l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher sont chez eux des outils ultra performants au service de leur survie. Mais lequel de nos 2 animaux domestiques a les plus grandes capacités? Alors, on va commencer avec l'odorat, si tu veux bien. Nous, on a un avis sur la question pour savoir qui a le meilleur odorat, mais on n'est pas très objectif. Voilà, c'est ça. En fait, on vous a posé la question à travers un sondage qui a été réalisé auprès d'un panel représentatif de la population. Et le résultat est sans appel. 87% d'entre vous estiment que le chien a le meilleur odorat. Pour le vérifier, vous allez voir, je suis partie au cœur de Paris rencontrer un chien très surprenant. Je suis à la Bastille et je vais faire la connaissance d'Epsy. Epsy, c'est une chienne de détection aux capacités olfactives gigantesques. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir. Bonjour Nathalie. Bonjour, Je vous embrasse, moi. Je suis enchantée. Bah, de même. Et donc, voilà Epsy. Epsy est un berger allemand de 7 ans qui utilise son flair hors du commun pour retrouver les personnes égarées. Alors Nathalie, moi j'ai envie de lancer un défi incroyable à Epsy. En fait, je vais aller me promener dans le quartier sur 1 kilomètre, 1,5 km et Epsy va devoir me retrouver. On peut faire ce test ensemble? Absolument. Alors ça Avec marche comment? plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider? Alors, je vais te prendre une référence qui vous appartient. Non, pas vraiment. Non, pas beaucoup. Je vous donne mon coup. Non, Non, je vais prendre plutôt un vêtement, quelque chose qui... d'accord. Dans un sac plastique, Voilà. d'accord? Histoire que ça n'ait touché aucune autre Voilà. odeur que la mienne. Seules tes particules doivent être dessus, ta référence. Bah, je te donne mes particules. Merci. Et je m'en vais. Epsy, Epsy, tu vas essayer de me retrouver, Louloute? Je compte sur toi? Allez, à tout à l'heure. À tout à À tout à Nathalie. l'heure. J'espère. Me voilà partie pour une excursion à travers les rues de Paris pleines d'effluves, de fumée et d'arômes. Première difficulté, le marché avec toutes les odeurs. Moi, qu'on puisse dire, c'est que je ne facilite pas la vie à Epsy. Je suis partie de la place de la Bastille pour un parcours d'1,5 km dans le quartier. Dans tous les films américains, en général, les chiens, ils perdent l'odeur des gens quand ils passent dans l'eau. Donc, on va voir. Je suis pas sympa.
Là, je vais lui tendre un petit piège. En fait, je vais faire le tour du pâté de maison et je vais revenir sur mes pas. Normalement, là, je la perds. Un carrefour, c'est vraiment très difficile pour un chien. Est-ce qu'elle va retrouver mon odeur de l'autre côté? Ça, c'est une vraie question. Le carrefour, c'est une véritable embuscade olfactive pour le chien, car mes fameuses particules ne sont plus bloquées par la présence des immeubles. En fait, je vais aller au bout de cette impasse, je vais revenir sur mes pas. Normalement, Epsi ne devrait pas réussir à me retrouver. C'est une fausse piste, c'est donc un piège. En revenant sur ses pas à la sortie de l'impasse, Epsi va-t-elle retrouver le bon chemin, celui sur lequel j'ai laissé les traces les plus récentes? Bon allez, j'ai quand même tendu à Epsi un certain nombre de pièges. Cette fois-ci, je vais l'aider. Je lui laisse un gant avec mon odeur. Là. Allez. J'arrive au bout de mon parcours à travers les rues du 11e et du 3e arrondissement de Paris. Bon ben voilà, j'ai tendu quelques pièges à Epsi. Il y a des centaines d'odeurs, à mon avis des milliers de passants maintenant. On va voir comment elle va se débrouiller. Moi je l'attends au chaud. D'ici, je vais pouvoir suivre en direct le signal GPS dont Epsi est équipé tout au long de sa recherche. Il s'est écoulé 2 heures depuis mon départ de la place de la Bastille. Entre-temps, le marché s'est terminé et les balayeuses effacent les traces de la matinée. Ah si. Nathalie fait sentir fermement mon odeur à Epsi. Enfin, mes particules plutôt, hein. Et c'est parti pour 1,5 km dans Paris, le nez sur ma trace. Enfin, j'espère. Le marché ne ressemble plus à rien. Il y a tous des détritus par terre, il y a des odeurs de nettoyage partout. Et pourtant, paf, elle trace immédiatement. Chapeau. Alors, premier piège, déjà, elle tombe pas dedans. Elle me suit exactement par là où je suis passée. C'est incroyable. L'eau la dérange pas du tout déjà. Alors, deuxième piège, le pâté de maison. Et alors là, elle y va même pas, ça l'intéresse même pas. Bravo, Epsi. Et même au niveau du carrefour, elle reprend exactement le sens dans lequel j'ai tourné. Elle suit vraiment, mais pas précisément, c'est dingue. Alors là, j'avoue que j'avais été un petit peu vicieuse. La fausse piste, avec cette voie sans issue. Epsi ne s'est pas laissé tromper par mon aller-retour dans l'impasse et surtout elle est repartie dans le bon sens en détectant mes particules olfactives les plus récentes. Epsi a déjà parcouru plus d'1 kilomètre grâce à son flair exceptionnel. Elle arrive maintenant à la hauteur du dernier indice, le gant que j'avais volontairement perdu et qui a disparu. On voit qu'elle repère exactement où j'avais posé le gant. Elle tourne autour. Et hop, elle reprend la piste. Elle va me trouver, hein. Elle arrive, hein. Oh là là, elle arrive vite. Faut que j'aille l'accueillir. Bravo Epsi, tu viens de valider notre sondage sur les capacités olfactives exceptionnelles du chien. Merci Epsi. Salut. Trop bien, bravo Epsi, bravo. Elle m'a retrouvée en 45 minutes. Voilà. Complètement dingue ça. Là, elle m'a retrouvée sur 1,5 km. Elle peut aller jusqu'à combien de kilomètres comme ça? On tire le meilleur du chien dans les 40 premières minutes. D'accord, ok. Alors, on doit féliciter qui? On doit féliciter Epsi ou on doit féliciter Nathalie? Moi, j'ai envie de dire bravo à tous les deux. Bravo. Bravo. Le chien, en fait, est capable de chasser. Il va suivre sa proie par une piste qu'il est capable de sentir. Et donc, par ce biais-là, il va pouvoir chasser sur plusieurs kilomètres pendant plusieurs heures. Ça s'explique de manière anatomique. En fait, notre nez n'est pas fait comme le nez du chien. Son nez est différent du nôtre. Nous avons le même os qui s'appelle l'os ethmoïde. Et le nôtre, notre os à nous, dans notre nez, il est plat. Pour le chien, en revanche, il va former comme un labyrinthe, ce qui va augmenter la surface d'olfaction
et expliquer que le chien puisse sentir 1 million de fois mieux que nous. T'as le droit à une sucrerie? Oh, trop bien! Trop bien, bravo Epsi, bravo. Alors c'est vrai qu'avec toutes ces histoires de chiens qui retrouvent des pistes perdues depuis plusieurs heures, on en viendrait presque à oublier que l'odorat des chats, ce n'est pas mal non plus. Nous avons Diego, alors Diego, je le précise, qu'on a attaché avec un petit fil de nylon pour éviter qu'il ne s'échappe dans la nature après l'expérience. Diego est un chat gourmand qui a une préférence pour la volaille. En face de lui, 2 gamelles, avec à droite des croquettes au poisson et à gauche, dans la gamelle rouge, une pâtée à la volaille. De là où il se trouve, Diego pourra-t-il détecter sa nourriture préférée? Bon bah, je crois qu'on peut y aller, hein. Diego va-t-il prouver que son odorat est 100 fois plus performant que le nôtre? Et voilà, je crois que l'expérience parle d'elle-même. Ça montre bien que les chats ont quand même un odorat tout à fait performant, peut-être plus puissant que celui de l'homme. Alors oui, parce que le nez du chat est un petit peu construit comme le nez du chien, c'est-à-dire que l'os à l'intérieur fait aussi des petits labyrinthes et des replis, ce qui augmente en fait la surface olfactive. Donc le chat sent 100 fois mieux que nous. Bon, moi j'aimerais quand même qu'on lui tende un piège et qu'on inverse la position des gamelles pour voir s'il est bien attiré par l'odeur de la mousse. La pâtée au poulet est désormais à droite. Diego va-t-il se rendre compte de la supercherie? Je crois que ça se passe de commentaires. Il est irrésistiblement à distance attiré par l'odeur de la mousse. Est-ce qu'il a des odeurs préférées, le chat? Oui, il y a des odeurs qu'ils vont adorer, comme par exemple la vanille, le thym ou le romarin. Et en revanche, il y a des odeurs que le chat va plutôt détester. Par exemple, toutes les odeurs à base d'agrumes, comme le citron, l'orange, le pamplemousse, c'est vraiment des odeurs que les chats n'apprécient pas tellement. Est-ce qu'il y a des odeurs que les chats perçoivent et que nous ne percevons pas? L'exemple typique, c'est quand on essaie de donner un médicament à son chat. Donc ce que font les propriétaires, c'est qu'ils vont le mélanger avec une nourriture très appétante, comme du thon, un petit peu de fromage, des choses comme ça. Et le chat, lui, est capable de détecter l'odeur du comprimé et refuse à ce moment-là l'aliment. Si le chat a un odorat très performant, je reconnais qu'aucun félin ne pourrait retrouver Faustine en plein Paris. Avec des capacités olfactives 10 000 fois supérieures à celles du chat, le chien remporte donc ce point haut la main. Tu vois, Faustine, malgré l'affection que j'ai pour les chats, je dois reconnaître que le flair du chien est inégalable. Le chien remporte donc haut la main ce point. Il faut dire qu'il est tellement exceptionnel qu'on l'utilise pour sauver des gens, pour trouver de la drogue et même des billets de banque. Ça t'intéresse, alors que le chat, dans ces circonstances-là, ne pourrait pas faire grand-chose. Non, un chat, un billet de banque, ça donnerait rien. Mais la bataille n'est pas terminée, Faustine. Après l'odorat, je vous propose de tester le sens du toucher. Le sens du toucher, c'est indispensable pour appréhender l'environnement, pour sentir le danger. Et déjà, ça permet à nos amis à 4 pattes de savoir où ils les posent, ces pattes. Alors pour tester la sensibilité tactile de nos 2 candidats, nous allons leur proposer d'emprunter un chemin composé de différentes matières qui ne sont pas forcément très agréables au toucher. Non. Et on va voir comment ils se débrouillent. Alors Isabelle, voilà donc notre parcours spécial test du toucher. On a du sable, des galets, des rondins, de la sciure et peut-être ce qui va poser le plus de problèmes à nos animaux, c'est une grille pour terminer. Ouais, ça va être complexe pour eux. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut placer Donna au départ pour voir comment elle va traverser ce parcours? Voilà. Allez. Allez, Donna. Allez Donna, montre-nous ce que tu sais faire. Va voir ta maîtresse. J'ai l'impression que les galets posent un vrai problème à Donna. Le magnifique persan ne semble pas très à l'aise. Très méfiante, Donna refuse d'avancer et fait même machine arrière. Tentons l'expérience avec Chamout, un sacré de Birmanie, moins intimidé par notre présence et nos caméras. Va-t-il emprunter notre chemin? On va voir comment Chamout appréhende ce parcours. Allez, viens. Non, 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 non. Ah tiens. Ça en dit long. Il a tout de suite zappé les galets, Ouais. car visiblement, il préfère l'herbe. Pas question d'en rester là. On va retenter l'essai. Viens. Viens. Viens ici. Viens là. Chamout évite à nouveau l'obstacle. Il refuse décidément de se risquer en terre inconnue.
Moi, je dis que c'est une preuve d'intelligence de la part du chat. Il voit un parcours compliqué, il passe par l'herbe. Qu'est-ce que ça nous dit sur le sens du toucher du chat? Le toucher est très développé, il est capable de capter en fait avec ses vibrisses, là, les poils qu'il a au niveau des babines qu'on voit qui sont magnifiques justement chez lui. Voilà, il va être capable de capter son environnement, les vibrations et ses coussinets qui sont au bout de ses petites pattes. En fait, il y a de la corne et en dessous, on a un tissu qui est très vascularisé. Donc ça lui permet de détecter des vibrations même très fines. Le chat s'en sert pour détecter des sols qui ne seraient pas forcément très agréables pour lui, mais également il s'en sert au toucher. C'est vraiment un sens pour lui qui est très important. Elle marque un temps d'arrêt. Donc on retient que le chat est quand même très précautionneux, qu'il y a vraiment des milieux qui lui sont désagréables. Il a un sens du toucher très développé, ce qui fait qu'il y a des terrains qui lui plaisent et d'autres qui ne lui plaisent pas. Les chiens devraient nous surprendre. Habitués à chasser pendant des heures sur des kilomètres, ils traversent facilement différentes sortes de terrains. Mais sont-ils pour autant moins sensibles que le chat? Caramel, ce petit shih tzu de 9 ans, va tenter l'expérience. Vous me le confiez? Caramel, est-ce que tu as la gentillesse de venir avec moi? Je te trouve très aimable. Regarde, maman, elle est là, tu vas aller la récupérer. On est d'accord? Attention, vas-y. Oh là là, qu'est-ce qu'il est à l'aise, dis donc. Ah non, il y a un petit problème avec la grille. Voilà, la grille. Ça lui plaît pas, la grille. Caramel, tu me le refais? Allez, viens, Caramel. Tu viens? Allez, viens. Ouais, oh là là, ouais, champion. Même la grille, il est passé. Moi, t'es trop fort, tu as envie de m'épater. Eh ben, ça marche. Le toucher du chien, c'est quand même un sens qui est développé, mais moins que chez le chat. Pourquoi? Parce qu'un chien, c'est quand même un animal qui est fait pour faire des distances, pour parcourir des distances. Donc en fait, ses coussinets, c'est comme des chaussures. Cette corne est beaucoup plus épaisse, ce qui lui permet d'avoir une beaucoup plus grande résistance que le chat au déplacement sur plusieurs kilomètres pendant plusieurs heures. Le chien est tout terrain, c'est un 4x4 quoi. Exactement. D'accord. Un 4x4 qui ne fait pas toujours attention au terrain où il met les pattes, quitte à se mettre en danger. Alors que le chat, avec son toucher très développé, plus précautionneux, évite les pièges des terrains qui lui paraissent suspects. Le point est donc pour lui. Ah, tu vois, Faustine, le chat perçoit vraiment le monde d'une manière très différente de nous, les humains. On dit même que sa très grande sensibilité lui permettrait de prédire l'arrivée des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Oui, enfin, faut pas pousser quand même. Oui, bon, c'est peut-être une légende. Enfin, il n'empêche que les chats remportent quand même haut la main cette épreuve du toucher. Et j'ai peur qu'avec l'épreuve qui va suivre, tes amis les chiens soient encore une fois en grande difficulté. Alors justement, on vous a posé la question à la maison. Selon vous, quel animal a la meilleure vision? Eh bien, à 89%, vous répondez les chats. Chat, évidemment. Ça me plaît pas d'ailleurs. Alors pour le vérifier, nous allons challenger maintenant nos deux candidats. On dit que la nuit, tous les chats sont gris pour les hommes, mais qu'en est-il de la vision nocturne des chats et des chiens? C'est ce qu'on va voir maintenant à travers ce test. Nous allons proposer aux chiens puis aux chats d'entrer dans ce labyrinthe plongé dans l'obscurité. Guidés par la voix de leur maître, ils devront trouver la sortie. L'honneur des chiens repose sur toi, mon petit loulou. D'accord? Alors nous, on va aller le regarder en salle régie pour pouvoir suivre ton parcours. On vous laisse avec Yoda et donc vous allez pouvoir l'amener au labyrinthe. D'accord? Okay. À tout de suite, Constance. À tout de suite, Yoda. Je compte sur toi. Yoda. Oh là, déjà, ça part mal. Non, de l'autre côté. Ah, elle veut carrément pas y aller. Non, elle n'a pas trop envie. On a presque le sentiment qu'elle a peur du noir. Elle veut vraiment pas y aller alors qu'il y a sa maîtresse qui l'appelle. Allez. Allez, Yoda. Allez. Pourquoi elle refuse, en fait, catégoriquement de rentrer dans ce labyrinthe? Parce qu'elle elle voit qu'il y a l'obscurité, et du coup, elle y voit absolument rien. Et elle est paniquée un petit peu, ouais, elle est stressée. Hein. Je suis un petit peu triste, je pense que les chats vont nous battre à plate couture sur cette histoire. Ouais, ça va être compliqué, j'en ai bien peur. On va voir ce que vont faire les chats. Tu viens? Gabana! Gabana! Voilà, et Gabana se déplace... Sans se cogner aux parois, voilà. Avec une aisance totalement incroyable, comme si on était en plein jour. Ah oui, complètement, elle n'a aucune hésitation. En plus, elle ne s'aplatit pas du tout pour avancer, elle est tout à fait droite, le museau en avant.
grâce à quel dispositif le chat y voit beaucoup mieux que nous la nuit? L'œil du chat est capable de se dilater et donc on voit que l'œil devient tout noir. Et puis également, il y a ce qu'on appelle le tapis brillant qui est derrière la rétine et qui va permettre de capter un maximum de lumière et ensuite de la réfléchir. C'est ce qui fait que quand on regarde le chat en pleine obscurité, on a l'impression que son œil est phosphorescent. Avec une vision exceptionnelle qui lui permet de chasser la nuit, le chat remporte très facilement cette épreuve. Nos adversaires sont maintenant à égalité. Voyons comment nos deux adversaires vont se démarquer dans cette nouvelle manche sur l'éducation. Une des raisons pour lesquelles le chien est le meilleur animal de compagnie, c'est qu'on est habitué à vivre à ses côtés depuis des milliers d'années. On lui a d'abord appris à chasser, à rabattre le bétail, mais également à aider et guider les personnes handicapées, à sauver les naufragés. On lui a même appris à jouer la comédie, à faire de la danse et du sport. Les chats ont un peu moins d'expérience, mais malgré tout, en cherchant bien, on a trouvé quelques spécimens assez remarquables tout de même. Alors, pour savoir laquelle des deux espèces est la plus facile à éduquer, nous vous avons posé la question et donc à 98%, vous avez répondu le chien. Moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. Juliette et Hachi sont avec nous. Alors, il a quel âge, Hachi? Il va avoir 4 ans. Et ça fait combien de temps que tu l'éduques? Depuis presque 4 ans. 4 ans? C'est-à-dire que tu as commencé, il avait 2 mois, quoi. Oui, voilà, quand je l'ai eu. Et alors tout de suite, tu t'es dit, je vais lui apprendre des tours? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. En fait, au début, je lui apprenais les ordres de base, assis, couché, pas bouger. Et je voyais qu'il en redemandait, qu'il adorait ça. Du coup, de fil en aiguille, commençais à lui apprendre des enchaînements et voilà. Alors, tu me fais une démonstration? Assis, excellent. Pas bouger, pas bouger. Tu fais le pingouin? Pingouin. Allez. Oui, très bien. C'est le pingouin. Oh oui. Voilà. Chape. Attrape. 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 Oui. On dirait mon fils. Et moi, si je lui demande, est-ce qu'il va m'obéir ou pas du tout? Oui, il obéit qu'à toi, Juliette. Non, ça devrait le faire, mais avec une petite friandise. Une petite friandise, vas-y, donne-moi une friandise. Alors, Hachi. Pas bouger. Pas bouger, regarde. Tu sautes au-dessus de ma jambe. Je la mets. Ouais, bravo, je te le donne. Bravo, mon chien. C'est bien, mon bonhomme. C'est bien. C'est bien. Comment vous lui avez appris, Juliette, tous ces tours? Moi, je travaille avec le clicker. C'est quoi le clicker? C'est ça, c'est ce petit boîtier. Ouais. Et ça consiste en quoi? Ça produit un son. Et ce son-là veut dire récompense? C'est ça. En fait, il l'associe à la récompense et c'est plus pratique que de féliciter à la voix parce que ça marque beaucoup mieux le mouvement qu'on attend du chien. Tu peux mettre combien de temps à lui apprendre un tour? Tout dépend du tour. Par exemple, il a eu énormément de mal à prendre le coucher et le stand, ça. Il n'y a pas de problème, il l'a appris en 5 minutes. Tu sais le faire aboyer? Oui. Ah, vas-y, montre-moi. Aboie. Aboie. Allez, aboie. 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 Et les bulldogs français sont particulièrement faciles à éduquer ou pas plus ou pas moins qu'un autre chien? C'est très têtu, donc faut y aller en douceur et puis quand ils veulent pas, ça sert à rien de les forcer. Alors, le bulldog français n'est a priori donc pas un chien de travail et pourtant Juliette a réussi à en faire un petit peu ce qu'elle voulait, tout comme Olivia et Aiko. Ce magnifique berger australien qui connaît plus de 40 tours. Vas-y, Aiko. Oh, c'est beau ça. Quand elle donne un ordre, elle le donne de manière très très discrète. On les entend vraiment à peine, elles ont des voix toutes petites et les chiens sont complètement à l'écoute. Allez, oui. Ce qui prouve bien que les méthodes peuvent être très douces pour prendre à son chien des tours comme elles sont capables de le faire. Monte. Tu restes. Ouais, c'est bien Boulette. J'ai vraiment du mal à croire que les chats puissent faire aussi bien que ça. À mon avis, ils n'y arriveront jamais. Moi, je suis persuadé que les chats peuvent apprendre exactement comme les chiens. Il suffit pour cela de les entraîner. Regardez. Assis. Couché. Oui, tourne. Oui, c'est bien, mon chou. C'est bien, c'est vérité. Bonjour Jessica. Bonjour. Je sais que vous avez eu des chiens, Oui. des chats. Est-ce que c'est plus rapide d'apprendre des tours à des chats ou à des chiens?
Je vais dire le premier tour, c'est beaucoup plus rapide avec un chien. Et une fois que le premier tour est lancé avec un chat, c'est aussi rapide que pour le chien. Ça, c'est quelque chose que la grande majorité des propriétaires de chats ne connaissent absolument pas. Tout à fait, mais c'est parce qu'en fait, le chat est indépendant. Donc, on ne peut pas imaginer que le chat ait une relation quasi semblable à celle que le chien peut avoir avec nous. Alors, j'aimerais vous proposer un petit défi. Oui. Vous avez ici, avec Elena, 2 ravissants petits chatons Maine Coon. Oui. 4 mois à peine. Est-ce que vous pensez être capable de commencer à leur apprendre quelque chose dans quelques minutes? Ça va être compliqué, mais on peut tenter l'expérience. On y va? Oui. Regardez, je vais vous laisser choisir. Je vais prendre le noir et brun. Ils sont vifs, hein? Oui. Ils sont très très vifs, hein? Oh là là là, mais quel beau chat tu es. C'est moi, Maine Coon. Je laisse maintenant Jessica seule sur le plateau, avec le chaton, pour leur permettre de faire connaissance. Elle aimerait lui apprendre à sauter l'obstacle, mais notre chaton est très perturbé par ce nouvel environnement. En effet, un chat ne se sent en sécurité qu'après avoir exploré son territoire et s'être assuré qu'il n'y avait pas d'ennemis. Quelques minutes plus tard, le jeune chat est enfin prêt à jouer. Je vais jouer maintenant. Ah, viens. Cela fait une demi-heure que Jessica essaie d'apprivoiser le félin. Quelle conclusion allons-nous pouvoir tirer de cette expérience? Je veux des caresses. Jessica, alors, où est-ce que vous en êtes? J'ai pas réussi à lui faire sauter l'obstacle, mais comme vous pouvez le voir, elle est déjà plus apaisée, donc ça va très vite. Il faut un peu de patience, de la technique et le tour est joué. Ça se fait pas en un instant, mais moi je constate quand même qu'elle est extrêmement calme à côté de vous. Il y a même un moment, elle s'est tournée, elle s'est mise à plat dos, donc elle avait l'air tout à fait détendue. Donc vous êtes vraiment en train d'instaurer une relation? Mais c'est la base. Créer une relation, c'est la base si on veut communiquer avec l'animal. Après, c'est super facile et c'est super amusant. Il faut de la patience. Voilà. Jessica, merci beaucoup. Avec plaisir. Et regardez comme elle est calme. C'est merveilleux, hein? On a vu ce qu'on pouvait faire avec un chaton de 4 mois. On va maintenant retrouver Faustine. Comment est-ce qu'elle se débrouille de son côté avec ses petits chiots? Salut les gars. Ah bah il me regarde avec des yeux incroyables là. Moi je craque pour le petit labrador, mais toi aussi tu petit épagnol, tu es trop mignon. Il a pas de nom encore? Non, faut le nommer. On va t'appeler M6. T'es content? Ça va te suivre toute ta vie. Viens là mon chien. Viens là mon petit cœur. Voilà. Voilà M6. Voilà votre nouveau copain et accessoirement le mien. Je vous laisse une demi-heure avec lui? C'est parti. Allez. Oh bah je crois que vous vous adoptez directement. Et ben voilà. Bruno est éducateur canin. Il va tenter d'apprendre à M6 quelques bases fondamentales. M6, viens. Mais sur ce nouveau terrain de jeu, le chiot a du mal à se concentrer. Viens. C'est bien. Viens. Alors Bruno, est-ce qu'elle travaille bien notre petite M6? Eh ben ça se passe pas trop mal. Elle sait faire un truc ou deux. Vous me montrez? Allez. Alors M6. Donc déjà elle peut faire un petit tour en laisse. Viens. Pourquoi? Parce que Viens, ça viens. s'apprend de marcher en laisse? Et moi je pensais que voilà, c'est une on contrainte met pour la le chien. laisse, on met Non, le chien. Et non, pour le chien c'est une contrainte, il n'est pas censé être attaché. D'accord, ok. Alors démonstration, fais-nous un défilé M6. Alors voilà, par exemple là, elle n'est pas forcément passionnée par marcher en laisse, mais elle peut venir. Viens. C'est bien. Assis, c'est bien. Ah oui, dis donc. Ça marche bien, hein? Et la récompense, vous lui avez donné quoi? Oh, j'ai un petit bout de fromage, mais je lui fais juste renifler, juste lécher, sentir. En tout cas, c'est extrêmement rapide. Le assis très rapide. est très très rapide. Ouais. Et quand vous l'avez appris une fois, ça va rester après? Alors ça dépend, si on lui dit plus jamais, D'accord. ça marchera plus. Mais là, après. elle a pigé le truc, si Elle on a lui pigé le répète truc, si on lui régulièrement, répète c'est régulièrement. gagné. Et plus on lui répétera, plus ce sera gagné. Et est-ce qu'elle répond à son nom? Pas très bien. Mais disons. Elle aime pas trop Alors son nom. le nom, l'idée, c'est surtout de pouvoir attirer son attention avec un son. Donc pour l'instant, elle va juste retenir qu'il y a un son et après, elle va C'est l'associer ça. en disant c'est le son que j'entends quand il faut que je regarde. Exactement. D'accord, Exactement. ok. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est sur la bonne voie? Très bonne voix. Très bonne voie? Très bonne voix, C'est puisque une là, ça a bonne pris que chienne. quelques minutes. Bravo Lolo, en tout cas. Bravo. Vous pouvez faire ça à la maison. Hein.
Je crois qu'en matière d'éducation, les chiens nous ont prouvé ce soir leur formidable disponibilité. Ils vivent avec nous depuis plus de 30 000 ans et ils ont appris à s'adapter à notre vie. Hey, c'est bien Belette. Les chats, eux, ne sont domestiqués que depuis 5000 ans. Mais à force de persévérance, de travail et de motivation, ils peuvent eux aussi nous surprendre. Je reconnais vraiment qu'en matière d'éducation et de faculté d'apprentissage, les chiens ont un avantage très net sur les chats et remportent donc ce point. Enfin, la bataille n'est pas finie, Faustine. Nous allons maintenant comparer l'intelligence de nos compagnons préférés. Pour commencer, nous vous avons posé la question pour savoir, selon vous, lequel était le plus intelligent. À cette question, c'est très simple. 31% d'entre vous ont répondu les chats et 69% les chiens. Alors, on va vérifier ensemble, évidemment, si ce sondage reflète la réalité. Pour cela, nous avons invité sur ce plateau des animaux très bluffants. Mais avant, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose de découvrir ces quelques images. Elles vous donnent un avant-goût des capacités exceptionnelles de nos animaux préférés. Enfin, surtout des miens. Des chats aussi, hein. Mais ça va avec les chiens. Laissons parler des images. Une dizaine de laboratoires dans le monde étudient les chiens et ils ont déjà pu prouver que les chiens étaient capables de mémoriser des centaines de mots. Mais ils ne savent pas encore que les chiens aussi savent compter. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes venu avec Yad. Avec Yad. Bonjour Yad, qui, il paraît, aurait des capacités intellectuelles extraordinaires. Oui. Lesquelles? Il commence bien. Mon Dieu, il compte les numéros, les chiffres. Et puis, il réussit à faire addition, soustraction, multiplication et division. Alors, vous allez nous montrer tout ça, mais juste avant, on va faire la connaissance de ton papa. Vous allez découvrir ces images qui ont été tournées chez vous, Paul, il y a quelques années. Regardez et vous allez voir que le talent se transmet de génération en génération. Écoute. 3. 2. Non, 2. 1. 4. Il sait compter jusqu'à 20. Mais on peut aller plus loin. Sam saurait également additionner, soustraire et multiplier comme son fils Iyad, qui est avec nous ce soir sur le plateau. Là, bouge pas. Allez, debout. Assis plutôt, assis, là. Reste assis. Est-ce qu'il est aussi doué que son papa? Oui, on va dire oui. C'est vrai? Oui, c'est parce que vous voulez pas le vexer avant la démonstration. Là, voilà. Alors, montrez-nous, j'ai hâte de voir. On va essayer, s'il se concentre, ça va marcher. Assis. Attention, tableau. Attention, tableau, il ne regarde pas. Tableau, Yad, là-bas, tableau. Est-ce que vous voulez que je me positionne différemment? Si ça pouvait. Alors, vous voulez que je me mette où? Est-ce que vous pouvez me mettre derrière? Très bien, je vais me mettre derrière sans problème. Attention. Yad, tableau. Il a vraiment... Il a peur? Il a vraiment peur. Hein. Il bouge pas. C'est ma présence. Et si je m'éloigne carrément, que je sors de l'estrade? Essayez, on va voir. Hein. Finir. Viens là. Monte là. Regarde. Attention. Combien? Mais ça marche pas non plus. En fait, Yad n'a Dieu que pour moi. Il a arrêté. Il est absolument perturbé à un point inimaginable. Je ne peux pas le concentrer. C'est affolant. Je laisse Paul retenter l'expérience. Bouge pas. Combien? Mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ce soir, Iyad semble trop dissipé pour jouer à l'élève modèle. Non, c'est pas bon. Allez! Vous savez quoi? C'est pas grave, Paul. Est-ce que ça serait pas qu'il est un peu jeune? Si, pour moi, c'est simple. Sam, son père, a vraiment été sérieux à 5-6 ans. Voilà, c'est ça. À partir de là, il est un peu trop jeune pour faire de la télé, on va dire comme ça. Oui, c'est sa première télé, mais j'avais grand-peur. Merci beaucoup d'être venu. Car même si l'expérience a été un peu difficile pour Iyad, on a bien vu que Sam, son père, était bien capable de compter. 3. Mais est-ce que c'est vraiment sérieux, Isabelle?
Les chiens ne savent pas compter. En revanche, ce qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de reconnaître un chiffre, de reconnaître un nombre. C'est-à-dire que les chiennes, quand elles ont une portée, elles sont capables de compter leur nombre de chiots et d'être sûres que tout le monde est là. Ah oui, donc elles comptent quand même. Elles sont capables de dénombrer. D'accord, Pas de faire des plus, pas des faire moins, des multiplications, c'est ça. Non. Comment on explique que Paul obtienne de tels résultats avec ses deux chiens et notamment avec Sam? Alors déjà, par cette complicité merveilleuse qu'il a réussi à installer avec ses chiens. Et ça, c'est quand même assez bluffant. En revanche, on pense, on imagine que certainement, il émet des petits signaux imperceptibles pour lui, mais par contre que les chiens sont capables de capter. Ce qui prouve donc qu'il a des capacités intellectuelles bien réelles. C'est ça, l'intelligence des chiens a été largement démontrée. C'est difficile à imaginer, mais notre chihuahua et notre labrador partagent 99% de leurs gènes avec les loups. Et les loups, c'est un animal qui est quand même complexe, mais dont l'intelligence et les relations sociales ont été largement prouvées. Par exemple, une étude a montré que lors d'une chasse assez longue, les loups étaient capables de pousser des hurlements pour pouvoir se rameuter, c'est-à-dire reformer cette structure familiale. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, on vit depuis tellement longtemps avec le chien qui s'est totalement habitué à notre mode de vie. Et c'est cette adaptation qui prouve leur intelligence exceptionnelle. Reste à savoir ce qu'il en est pour les chats. Et là, pour le coup, les études scientifiques sont un peu en retard. Alors la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'études sur l'intelligence des chats, c'est qu'ils acceptent souvent difficilement de coopérer. Contrairement aux chiens, qui est habitué à collaborer avec nous depuis 30 000 ans au moins, les chats ne nous écoutent que quand ils veulent bien nous écouter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents que les chiens, bien au contraire. Alors Isabelle tient Ming, un jeune chartreux, qui va nous montrer à quel point il est intelligent. On va lui proposer tout simplement de jouer au bonneto. Le bonneto, vous connaissez tous, c'est ce jeu qui vous a sûrement dupé sur un marché. Nous allons cacher quelques croquettes. Puis, sous le regard attentif du chat, nous changerons rapidement les gobelets de place. Le jeune chartreux retrouvera-t-il sa récompense alors que nous avons nous-mêmes du mal à suivre? Se passe de commentaires. Moi, j'avais perdu le fil. Je crois qu'il a retrouvé directement les croquettes. Qu'est-ce que ça montre, cette expérience, Isabelle? Ça montre à quel point le chat est capable de voir beaucoup de mouvements, en fait, à la minute, beaucoup plus que nous. Et ce qui explique aussi pourquoi c'est un formidable chasseur. Il est capable d'attraper des proies au vol, il est capable d'attraper des mouches très facilement, tout simplement parce qu'il analyse, grâce à sa vision extrêmement puissante et précise, il analyse beaucoup de mouvements à la minute. Et oui, il faut rappeler qu'il chasse à vue et que même un chat domestique, dans la nature, il n'a pas besoin de nous pour survivre. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils conservent leur instinct de chasse. Isabelle, est-ce qu'on peut comparer l'intelligence du chien et du chat? Alors c'est vrai que le cerveau du chat représente que 0,9% de sa surface corporelle contre 1,2% pour le chien en moyenne. Le chien a donc un cerveau plus gros en proportion que celui du chat. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus intelligent? Mais non, en fait, il y a quand même le nombre de neurones. Et on se rend compte que le nombre de neurones du chat qui sert en fait à l'acquisition d'informations et à l'intégration et à la réaction est plus important que chez le chien. Mais le chat, on le met moins en évidence. Pour autant, l'intelligence du chat existe. Et les neurones dans son cerveau le prouvent. En tout cas, Ming, bravo. À toi tout seul, tu représentes parfaitement l'intelligence du chat. Bon, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que j'aurais pas envie de me retrouver face à un chat au casino. En tout cas, si on se réfère à la science, certes, les chats sont très intelligents, mais les capacités intellectuelles mesurables du chien sont quand même nettement supérieures. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce résultat. Et je reste persuadé que si, aujourd'hui, le cerveau des chats reste un peu une boîte noire pour les scientifiques, c'est une boîte qui vaut le coup d'être explorée. Oui, mais en attendant, c'est quand même les chiens qui marquent le point. Et donc, qui restent en tête. Alors, ils aboient, ils jappent, mais ça veut dire quoi, en fait? Nous vous avons posé la question. À votre avis, laquelle des deux espèces communique le mieux avec nous? Alors, le résultat est sans appel et vous me faites plaisir, puisqu'à 93%, vous estimez que le chien communique mieux avec nous que le chat. Désolée. Il y a une étude qui a été menée en Caroline du Sud et qui a prouvé que les chiens pouvaient reconnaître plus de 1000 objets et les classer selon leur forme et leur fonction. On va s'intéresser à ça maintenant avec Eve. Bonjour Eve. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter vos loulous? Alors, voici Arwen. Donc, c'est un berger belge malinois qui a 8 ans.
D'accord. Et lui, c'est Ify. Salut Ify. C'est un Golden Retriever, c'est mon chien d'assistance et il m'a été remis par Andy Chien il y a environ 6 mois. D'accord, c'est grâce à lui que vous avez pu un peu quitter le cocon familial, prendre votre indépendance, on peut dire ça? Tout à fait, donc j'ai déménagé avec mes 2 chiens dans mon propre appartement il y a peu. Eh ben on était là justement le jour de ce déménagement, on va essayer de comprendre un petit peu la relation qui vous unit et vous allez voir que c'est très particulier. On regarde et on en parle après. Ève a 25 ans. Depuis 2 ans, elle vit en fauteuil roulant. Ify, apporte. Oui, apporte. Mais elle peut compter sur le soutien sans faille d'Ify, son chien d'assistance. Depuis que j'ai Ify, j'ai eu envie d'habiter toute seule parce que c'était devenu possible. Là, apporte le faune. Ève utilise des mots très simples, toujours identiques, et ça marche. Ify la comprend. Il connaît 52 commandes qu'Ève utilise pour se rendre la vie plus facile. Donc avant de partir, je lui ai demandé de mettre sa tête dans le collier. Je lui demande de monter sur mes genoux pour que je puisse bien lui fixer sa cape. Voilà, c'est bien mon chien. Hop, descends. Et puis on est parti. Chaque sortie est un nouveau défi. Mais depuis 6 mois qu'ils vivent ensemble, Ève et Ify ont appris à surmonter les moindres difficultés. Ify, recule. Il y a une porte qui est un peu étroite. Je demande au chien de passer en avant et de faire demi-tour et de reculer face à moi. Ify, doucement. Grâce à Ify, la jeune femme retrouve tous les jours un peu plus d'autonomie. Ify, voiture. Allez, voiture. Oui, voiture. Ify, ça m'apporte une sécurité dans le bus. Quand il y a de la foule, c'est hyper oppressant pour moi. Ça me déclenche des crises d'angoisse. Du coup, comme il est là, ça les chasse. La maladie d'Ève lui provoque des raideurs, de fortes douleurs dans les jambes et dans les bras, ainsi qu'une grande fatigue. Dans ce cas, Ify prend le relais. Je viens chercher des médicaments. Merci. Ify, viens. Et même si elle n'en a pas toujours besoin, apporte. Apporte. Ify, hop. Ève continue d'entraîner son chien au quotidien. Donne. C'est bien. Pour qu'il n'oublie pas tout ce qu'il a déjà appris. Hop. Voilà. Apporte. Voilà. Ify, descends. C'est bien. Ify, viens. Si la relation entre Ève et Ify fonctionne aussi bien, c'est sans doute que dans ce couple, la communication est à double sens. Comme il s'occupe de moi, je m'occupe aussi de lui parce qu'il a des besoins de chien. Donc il faut respecter ça. Ça rattrape un peu toutes les années où j'ai pas joué à la poupée. Et voilà, maintenant je brosse mon chien tous les jours avec soin. On se découvre encore et plus le temps va passer, plus on sera complice et plus j'aurai saisi tous les aspects de sa personnalité. Mais moi je suis encore loin d'avoir tout vu. Ify, toc chaussette. Ify. Toc chaussette. Là. De la même manière que le fauteuil c'est une partie de mon corps, Ify aussi, c'est une fusion qui est complète. On peut pas dire tu viens sur ton fauteuil et sur ton chien. C'est moi en complet, c'est mon chien, le fauteuil et moi. C'est vraiment un bouleversement incroyable. Alors Isabelle, notre expert nous a rejoint, c'est incroyable comme ils se comprennent tous les deux. Est-ce qu'un chien comme Ify peut apprendre à l'infini? Apprendre à l'infini, ce serait difficile, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est des chiens qui ont une capacité d'apprentissage qui est extrêmement importante, beaucoup plus développée que pour les autres races. Et puis, Ify est entraîné depuis tout petit. Donc, on lui a appris déjà à gérer ses émotions, et puis on lui a appris des choses simples, et ça se complexifie d'apprentissage en apprentissage. Comment il a appris tout ça, Ève? Alors, il a été en famille d'accueil dès l'âge de 8 semaines. Ouais. Donc, les familles d'accueil, ce sont des bénévoles. Ils prennent le chien partout avec eux, donc ils ont une petite cape comme la mienne, sauf qu'il y a marqué futur chien d'assistance. D'accord. Qui leur permet de rentrer dans tous les lieux publics. Une cape un peu de super-héros. Exactement. C'est ça lui va bien. Et alors quand vous le récupérez, Ify, il connaît déjà énormément d'ordres. Il connaît 52 commandes. 52 commandes. Et alors vous, régulièrement, vous lui apprenez des nouvelles commandes. Exactement. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe pour que la rencontre se fasse. Mais ça vaut aussi pour tous ceux qui sont à la maison, pour que la communication se fasse avec son chien. Il faut essayer d'être très, très précis dans ce qu'on va lui dire. Concis, okay. Que ça soit lisible pour lui, lisible dans notre voix, dans ce qu'on dit et puis dans notre posture. Dites-moi si je dis une bêtise, mais par exemple, j'ai entendu qu'un chien ne réagit pas pareil si on lui dit au pied ou pied et que le pied sera plus clair. C'est genre voilà. Quand vous parlez de concision. Exactement.
C'est ça. Le pire, c'est quand on a quelqu'un qui va donner un ordre à un chien en faisant toute une tirade. Quand on va vraiment être ferme, il faut prendre une voix ferme, il faut vraiment donner l'impression au chien, effectivement, il faut peut-être parfois même le surjouer pour qu'il puisse apprendre encore plus vite. Alors par exemple, avec Ifi, comment il faut lui parler? Donc tout ce qui est commande invitante où il faut motiver le chien, ça sera avec une voix aiguë. Tout ce qui est commande de maintien, ce sera avec une voix grave. Vous pourriez me montrer comment ça se passe? Oui. On va lui faire rapporter sa laisse. Alors. Donc on va la mettre par terre déjà. Ifi, apporte ta laisse. Oui, oui. Apporte ta laisse. Oui, c'est bien. Apport. Ah oui, j'ai entendu la petite voix aiguë là. Oui, oui. Voilà. C'est très important d'encourager le chien pour pas qu'il perde de goût au travail, entre guillemets, pour qu'il soit toujours aussi content d'accomplir ce qu'on lui demande. Et si vous lui dites sous un autre ton? On peut essayer. Ifi, apporte ta laisse. Bon, il a bien compris le job. Il le fait souvent, donc il aime beaucoup travailler. Son petit surnom, c'était le Fayot quand il était en famille d'accueil. Parce il s'appelle le Fayot. C'est le premier de la classe. C'est ça, c'est qu'il faut qu'il prenne du plaisir quand même aussi à l'éducation, à l'apprentissage. Oui, il faut toujours que ça reste un jeu. Ouais. C'est très important. Vous éprouvez beaucoup de reconnaissance par rapport à vos chiens? Et notamment par rapport à Ifi? Clairement, par rapport à Ifi, j'aurais pas pris mon indépendance, j'aurais pas eu autant de projets que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fini mes études. Clairement, Ifi, ça a été une délivrance. Ah, c'est trop mignon. Et c'est important quand même qu'il ait des moments où il reste un chien, c'est-à-dire qu'il ne soit pas qu'à votre disposition, pardon de cette expression, mais qu'il puisse aussi garder sa vie de chien. Tout à fait. Ifi, viens. Oui, viens. Oui, Ifi. Là, par exemple, Ifi vit sa vie de chien. Ifi vit sa vie de chien. C'est très important. Ça reste un chien. Il a des besoins de chien. On a pour consigne de le détendre grand minimum 3 fois par semaine. Moi, j'adore le voir courir. Je lui fais ses gratouilles. C'est là où on parle de respect mutuel. Oui, et puis d'équilibre. Et d'équilibre. Oui, puis de toute façon, un chien qui n'est pas détendu correctement, qui n'est pas respecté, il travaillera mal. C'est ça. Un chien qui travaille bien, c'est un chien joyeux. Voilà. Exactement. C'est comme nous en fait. Merci. Merci beaucoup Ève d'être venue avec votre si jolie famille. Alors on est tous d'accord pour dire que même les chiens les moins éduqués connaissent, on va dire, quelques dizaines de mots, ne serait-ce que promenade et gâteau, j'ai envie de vous dire. Donc il y a une vraie communication possible. Mais qu'en est-il des chats? C'est ce qu'on va voir avec Mac. Bon, alors il est évident que les chats communiquent non seulement entre eux, mais aussi avec leur maître. Un chercheur éminent en communication féline a même réussi à interpréter les miaous des chats en fonction de leur posture. Par exemple, il a établi qu'un miaou sec et bref, avec la queue droite, serait le signal d'un salut. Paul, rebonjour. Rebonjour, monsieur Lévy. Cette fois-ci, vous êtes venu avec Gora, qui est un chat de gouttière que vous avez adopté à l'âge de 10 mois. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que Gora et vous vous comprenez bien? Ah oui, tout à fait. Alors, vous avez apporté ici un matériel très sophistiqué que vous avez construit vous-même pour nous prouver à quel point Gora comprend ce que vous lui dites. Est-ce qu'on peut en faire la démonstration? On va essayer. Allez, hop. Voyons si Paul aura plus de chance avec son chat qu'avec Yad, son border collie de 2 ans, qui avait refusé de compter devant Faustine. C'est Gora. Allez, allez, hop. Hop, Gora, hop. Allez, allez, hop. Voilà, c'est ça que je veux. Allez, allez, Gora. Allez, hop, 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 hop. C'est difficile. Hop, 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 hop. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, hop, Gora, hop, 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 hop. C'est bluffant parce que moi, je crois que je pourrais essayer d'apprendre ce comportement à un chat pendant des années, j'y arriverai jamais. J'entends les hop. Il comprend une fois qu'il faut passer au-dessus du tunnel, une fois par-dessous. Il fait des allers-retours exactement comme vous lui demandez. C'est quoi votre système de communication? Mon Dieu, c'est assez simple. On lui apprend de faire tel numéro et à ce moment-là, elle retient. Quand on lui l'a appris une fois, après c'est terminé, elle retient. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment la compréhension du mot que vous lui donnez. Comme le chien. Comme le chien. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué à acquérir chez un chat. C'est pour ça qu'il y a moins de chats à qui on apprend ce genre de tour. Il vous a fallu combien de temps pour parvenir à ce résultat avec Gora? Très vite. Comment ça, très vite? Très vite. Je vais vous expliquer. Quand on leur apprend à sauter d'un tabouret sur l'autre, voilà comment on fait. On prend le chat et il faut qu'elle entende. On lui dit, allez, on saute, on saute, on saute. On revient, hop, 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 hop.
Voilà, c'est parti. Le chat est complètement capable de comprendre si on lui montre et si on a toute son attention. Parce qu'en fait, chez le chat, ce qui va être le plus compliqué, c'est de réussir à capter son attention pour qu'il soit capable d'avoir toute sa concentration sur ce qu'on lui demande. Allez, Gora. Allez, hop, hop, hop. Gora. Allez, Gora, montre à Faustine ce que peuvent faire les chats. Voilà. Écoutez, Paul, je crois que cette démonstration est largement gagnée et qu'on a définitivement prouvé que les chats pouvaient communiquer aussi bien que les chiens, pour peu que, comme vous, on prenne le temps de les écouter, de les comprendre et de les éduquer. C'est une démonstration extraordinaire. Gora, tu sauves l'honneur des chats. Bravo. Ah, je suis content, vous savez. Extraordinaire. Tu sais, Faustine, qu'une étude très sérieuse a été menée au Japon pour savoir si les chats étaient capables de répondre à l'appel de leur nom. Eh bien oui, ils le peuvent. Mais le seul problème, c'est qu'ils aient envie de répondre quand on les appelle. Et ça, c'est une autre affaire. La communication, c'est un rapport à double sens. Et si on cherche à savoir lequel de nos deux animaux fétiches nous comprend le mieux, avoue que spontanément, on a envie de répondre le chien. Oui, mais c'est normal. Le chat, il est désavantagé. Pourquoi? D'abord parce que c'est un animal solitaire. Tu es d'accord avec moi? C'est vrai. Ensuite, il vit avec nous depuis beaucoup moins longtemps que le chien. Chien qui, lui, a été sélectionné par les hommes justement pour sa capacité à communiquer avec nous. Donc le fait qu'en dépit de tout ça, il soit capable de nous comprendre, c'est déjà remarquable. Il n'empêche, aucun chat ne peut rivaliser avec l'envie des chiens de communiquer avec nous. Le point est donc encore pour le chien. Ce qu'on essaie de savoir ce soir, c'est lequel de ces deux animaux est le meilleur animal de compagnie. Et pour ça, je te propose maintenant qu'on s'intéresse à leurs émotions. Pour voir si les chiens comprennent nos émotions, nous allons reproduire sur ce plateau une expérience réalisée dans un laboratoire hongrois auprès de 120 chiens. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, ça consiste à présenter en fait à l'animal, au chien, deux objets complètement identiques. Les voilà. Voilà. Et on va demander au maître de jouer la comédie. C'est-à-dire devant le premier objet, le maître va émettre un sentiment, une émotion positive. Il va avoir l'air joyeux, content. D'accord. Devant le deuxième objet, au contraire, va prendre un air dégoûté. Donc si le chien va directement vers l'objet qui a rendu joyeux son maître, on peut imaginer que c'est pour lui faire plaisir. Voilà. Et donc qui comprend nos émotions. Notre maître, elle est là. Bonjour Maëlys. Bonjour. Et donc voilà votre petit chien, votre berger australien, c'est ça? Oui. Qui s'appelle Yona. Bonjour Yona. Yona, tu peux se dire bonjour? Super. Alors Yona, je t'explique la règle du jeu. Tu vas pouvoir regarder ta maîtresse et donc je vous laisse exprimer vos émotions. Maëlys a exprimé une émotion négative sur le jouet situé à sa droite et une positive sur celui situé à sa gauche. Yona va-t-elle comprendre ce qui rend sa maîtresse heureuse? Allez ma belle, c'est à toi de jouer. Ok. Ah, c'est chouette. Yona n'a pas hésité une seconde. Elle a tout de suite choisi l'objet qui avait fait sourire sa maîtresse. Alors en fait, les chiens seraient capables de comprendre nos émotions. Oui, complètement. En fait, ça a été largement prouvé. Les chiens sont capables de lire dans nos attitudes, notre intonation de voix, nos sentiments, nos émotions, telles que la tristesse, la joie, la colère. Alors Maëlys, moi j'ai envie qu'on lui tende un petit piège, qu'on vraiment vérifie bien la conclusion de cette expérience. Yona, tu vas revenir avec moi, Louloute, viens. Viens. Oui, je sais, on était en train de jouer. Non mais lâche. Viens, Yona, pied. Viens, viens là. Assis, assis. Assis. Oh, qu'est-ce que t'es poli. On va inverser les choses maintenant. Donc, l'objet aux émotions positives, ça va être l'autre objet. Et celui-là, ça va être de négatif. Donc, on va recommencer tout ça. On va voir si elle suit et si donc elle comprend vraiment les émotions qu'on essaie de lui transmettre. Maëlys, à toi de jouer donc. Le chien est le seul animal avec lequel on puisse communiquer par le regard. Voyons si Yona va nous en faire la démonstration. Ah, yes, bravo.
Voilà un chien qui a très envie de faire plaisir à sa maîtresse. Hein. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais alors là, vraiment, on en a la preuve. Il veut même lui faire plaisir. C'est un vrai copain, quoi. Ouais, complètement. Les chiens peuvent comprendre nos rictus, nos intonations de voix, notre posture. Et d'ailleurs, même en voulant nous-mêmes cacher des émotions, le chien, lui, est capable de le détecter, en fait. Et le résultat qu'on a eu là, c'est le même résultat qu'ils ont eu après l'expérience qu'ils ont fait en Hongrie? Oui, c'était ça. La majorité des chiens, 80% des chiens testés ont eu une réaction à l'émotion positive qu'ils avaient testée. Donc, ça, c'est chouette. Ça va épater Mac. Ça, à mon avis, on va gagner des points qu'il ne pourra jamais récupérer. C'est ça. Parce qu'à mon avis, les chats, même pas en rêve, ils veulent faire plaisir à leur maître. Pour le vérifier, nous avons invité Léon à tenter l'expérience. Ce beau Maine Coon va nous montrer sa capacité à reconnaître les émotions de sa maîtresse, ou pas. Malgré tous les efforts de Corinne pour attirer son chat vers la gamelle, Léon ne lui manifeste aucune attention. Est-ce que d'une manière générale, on a pu prouver que les chats pouvaient réagir aux émotions de leur maître? Oui, alors il y a eu une étude, notamment aux États-Unis, en Californie, sur 12 chats, et qui prouvait que les chats réagissaient de manière positive lorsque le maître avait un comportement joyeux. Ça veut dire qu'il peut comprendre nos émotions? Alors oui, probablement. En fait, il ressent nos émotions. Il est très sensible à nos voix et à nos postures. Nous, c'est quelque chose qu'on voit de manière très fréquente au sein de notre travail. Par exemple, quand on est un petit peu énervé pour une raison X ou Y ou stressé et qu'on aborde un chat, on voit très souvent que le chat va avoir un comportement un petit peu d'inquiétude, de stress, parce qu'on le communique au chat. Il est capable de le ressentir. Donc vous voyez Corinne, quand Léon est motivé, il réagit vraiment à vos émotions. Mais enfin, là, visiblement, c'est pas le cas. Je crois qu'en matière de communication, le chat peut nous surprendre. Mais à la différence du chien, il est trop indépendant pour accepter de jouer quand il n'en a pas envie. Le chat n'a pas forcément besoin de nous pour tout faire. Hein. Et quand il veut vraiment quelque chose, je pense qu'il est tout à fait aussi capable que le chien de se faire comprendre. La seule chose, c'est qu'on n'est pas habitué à ce que le chat puisse nous demander des choses. Donc peut-être que nous-mêmes, on n'est pas forcément assez à l'écoute de ce que le chat exprime. Moi, ce que j'en dis, c'est que les chiens nous ont montré qu'ils étaient capables de comprendre nos émotions et pas le chat. J'ai donc le grand plaisir de vous annoncer qu'il remporte une fois de plus cette épreuve. Est-ce que tu sais qu'en Suède, une étude inédite est en cours sur le langage des chats? Ah bon? Alors peut-être qu'un jour, quand ton chat te dira miaou, tu lui répondras pas de problème mon chaton. Je trouve que tu fais très bien le chat en tout cas. Miaou. Bien sûr. En tout cas, c'est vrai que le chien quand même est l'animal de la planète qui communique le mieux avec nous, qui est le plus en connexion avec nos désirs, avec nos émotions. Est-ce qu'un chat peut vraiment être attaché à l'homme? Je vais te faire découvrir Léo, le chat de Karine. Quand elle sort de chez elle, il se débrouille toujours pour la retrouver. Quand il a commencé à sortir, je le promenais avec une laisse. C'est pour ça qu'il me suit tout le temps. Il me suit quand je vais faire mon jogging, quand je vais faire les magasins, le petit supermarché là-bas, il me suit. Quand je prends ma douche, il monte sur le rebord et puis il miaule jusqu'à temps que je sors. Et oui, Léo communique avec Karine et lui montre à longueur de journée qu'il ne peut pas vivre sans elle. Ah Léo! Les gens ils me disent c'est comme un chien. Viens, on rentre. Je pense qu'un chat il peut être aussi attaché à sa maîtresse qu'un chien. Ça dépend de la façon dont il a été éduqué aussi. Léo vit avec Karine depuis 10 mois, une relation très fusionnelle. Je pense qu'il me ressent comme sa mère en fait. Moi c'est comme mon petit bébé, il ronronne tout le temps, câlin tout le temps. C'est sûr qu'il m'aime, j'en doute pas. Il me semble que le chat de Karine est assez exceptionnel, car en matière d'attachement, vous êtes 95% à penser comme moi que le chien est plus attaché à son maître que le chat. Bonjour Mégane. Bonjour. Vous nous présentez? Alors, donc ça c'est Jaïka, donc c'est une jeune chien loup tchécoslovaque qui vient d'avoir 2 ans. D'accord. Et c'est un chien que vous voyez
pouvez le voir là, qui reste quand même sur sa réserve. D'accord. Viens là. Alors c'est sa première télé. Hein. Voilà, c'est sa première télé. C'est pour ça, on sent qu'elle est un petit peu impressionnée. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de la relation qui vous unit tous les deux? Ah bah alors, moi c'est un peu, cette chaîne-là, c'est un peu ma meilleure amie. Elle me suit partout, partout où je vais, que ce soit au restaurant, dans les magasins, elle vient partout avec moi. Quand vous n'êtes pas avec elle, vous vous inquiétez pour elle, Oh vous oui. pensez à elle? Oh oui. Et puis elle, je pense qu'elle s'inquiète aussi quand même pas mal. On peut parler de relation fusionnelle un petit peu? Oui, voilà, c'est ça. Vous pensez qu'elle est très attachée à vous? Oh oui. Je pense que oui. Oh oui. Je pense que oui. Alors justement, je voudrais qu'on teste un petit peu cet attachement. On va reproduire une expérience qui a été faite en Angleterre par un vétérinaire dans l'université de Lincoln. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me confier Jaïka. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Je vais la garder et vous allez sortir de la pièce et on va pouvoir observer son comportement. Et Isabelle va commenter un petit peu les images. On est d'accord? Pas de problème. Est-ce que vous me faites un passage de relais digne de ce nom? Vous lui dites que je suis gentille, Jaïka, hein? tu viens? Tu dis bonjour? Bonjour Jaïka. Oui. Oh, Tu vas rester avec moi? Je suis une gentille, hein? Oh là, d'accord. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ça va pas être simple. Jaïka, chérie, voilà, voilà. Alors, donc on va voir que ça va se transformer en une épreuve de force en fait, hein. Allez Louloute, je suis là, t'inquiète pas. Viens là Louloute, regarde là-bas, regarde, il y a d'autres gens, regarde. Alors, ce qu'on voit en fait chez Jaïka dès que sa propriétaire quitte le plateau, c'est que tout de suite, elle se met en position d'affût. Donc elle a les oreilles qui sont vers l'avant, prête à entendre tout ce qui va se passer autour d'elle. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Elle essaie d'aboyer, d'appeler sa maîtresse. Probablement d'ailleurs que si on regardait ses yeux, on verrait que ses pupilles sont dilatées. Hein. Ça aussi, c'est un signe de stress chez le chien. Tu viens, on s'assied? On se détend un petit peu toutes les deux? Hein? Viens là, voilà. Pardon, excuse-moi. T'as failli me faire tomber en même temps, c'est pour ça, mais tout va bien. Elle est aussi en position un petit peu de repli sur elle-même avec cette queue rentrée entre ses deux postérieurs. Un comportement, on sent que voilà, elle n'est pas du tout à l'aise. En tout cas, si vous vous demandiez si votre chien était attaché à vous, j'espère que vous avez la preuve que oui. Viens là, Jaïka, viens là. On va appeler Mégane parce que moi, j'ai envie de voir le plaisir de cette chienne qui va retrouver. Attention, je peux la lâcher? Coucou. Vous venez, Mégane? Alors là, c'est même plus une relation fusionnelle, c'est incroyable. Mais juste une chose, vous pouvez aller travailler, aller faire des courses? Ah bah, si je la laisse vraiment toute seule, c'est pas possible. Après, voilà, si je la laisse avec sa copine Border Collie, bah, elle se calme. Merci Mégane, en tout cas, pour cette démonstration d'affection très très forte, on a pu le constater. Bien. Oui, on s'est retrouvés. T'as vu, tu vois, je t'avais dit qu'elle allait revenir. On aime nos animaux et ils nous le rendent bien. Le problème avec les chiens, c'est qu'ils demandent parfois autant d'attention qu'un petit enfant. Ils sont tellement dépendants de nous. Voyons ce qui se passe avec les chats. Agnès, vous êtes la maîtresse de Walker, magnifique Bengale. Je vois d'ailleurs chez vous que tout est Bengale. Le blouson, les chaussures, ça veut dire que vous êtes extrêmement attaché à ce chat. Oui. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'il est très attaché à vous? Il est attaché comme un chat peut l'être. Nous allons donc reproduire l'expérience de l'attachement avec ce chat pour comparer son comportement à celui du chien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. D'accord. Oh, viens avec moi. Oh, comme tu es beau. Voilà. Alors voilà. Agnès vient à peine de quitter le plateau que Walker semble partir à sa recherche. Je crois qu'en fait, l'extérieur l'attire. Oh là, tu es beau. Est-ce que tu es stressé, Walker, par l'absence de ta maîtresse? Tu ronronnes. C'est peut-être un signe que finalement, pas si dépendant que ça de ta maîtresse. Hein? Le ronronnement chez le chat, c'est pas forcément un signe de bien-être. Il essaie de s'apaiser et essaie de se dire ok, donc là il y a quelque chose qui me stresse, mais par le ronronnement, j'essaie de me calmer, j'essaie de m'apaiser, j'essaie de me recentrer. Ensuite, on voit que Walker commence à patouner sur le sol, à faire ses griffes. Donc là, il essaie d'apprivoiser ce nouveau territoire. Voilà mon chat. Quand il est assis de profil, on voit ces petites poils qui vont être un petit peu redressées sur ce qu'on appelle la crête dorsale. Donc là, c'est aussi une manifestation de stress et d'anxiété. Avec tous ces signes évidents d'inquiétude, il va être difficile de départager nos deux animaux préférés dans cette épreuve. Il y avait une étude qui avait prouvé que 70% des chiens montraient des signes de stress au départ de leur propriétaire.
Tout ça prouve bien ce lien d'attachement qui est très présent chez le chien, beaucoup moins chez le chat. La science a parlé et même si Mac risque de penser que les chats sont désavantagés, les chiens remportent ce point. Les chats et les chiens ont des capacités émotionnelles, intellectuelles et physiques absolument extraordinaires. Et c'est objectivement difficile de les départager. On peut faire le décompte final. Et le chien remporte son 8e point. Ce qui fait donc de lui le grand vainqueur de cette soirée. Si je récapitule, le chien a bien marqué 8 points, mais le chat en a tout de même remporté 3. Le sens du toucher, la vision nocturne, le son en hauteur, sans compter la vitesse, où il était à égalité avec son adversaire. De son côté, le chien a montré de grandes capacités olfactives et aussi physiques lors du saut en longueur et de l'endurance. Il a également remporté les épreuves d'apprentissage, d'intelligence, de communication et enfin d'attachement. Oui, Faustine, c'est vrai. Enfin, pour autant, est-ce qu'on peut dire que le chien est le meilleur animal de compagnie? Ça, je crois que c'est individuellement à chaque propriétaire de chat et de chien d'en décider, n'est-ce pas Isabelle? Effectivement, les chiens et les chats sont très différents, mais l'important c'est de bien choisir son animal de compagnie. C'est vrai. Parce qu'en fait, avec lui, on va construire un véritable couple et tous les animaux ne correspondent pas à tous les humains en termes de caractère, d'attente et de mode de vie. Merci beaucoup Isabelle Avec plaisir, pour tous vos Faustine. conseils tout au long de cette soirée. Je pense que Mac est prêt à adopter un chat. Mais oui, pourquoi pas celui-ci? Il est tellement mignon. En tout cas, je suis sûre que maintenant vous connaissez mieux vos animaux de compagnie et surtout, vous allez pouvoir choisir celui qui vous correspond le plus parce que ça n'est pas un geste sans conséquence, vous avez compris, c'est un ami pour la vie. Avant de se quitter, n'oubliez pas comme chaque année le sac à sapin, idéal pour emballer votre sapin après les fêtes et qui permet de venir en aide aux handicapés dans le monde entier grâce à l'association Handicap International. Merci d'avance. Merci Mac. Merci Faustine. Je te laisse avec ton nouveau copain. Mais oui, regarde. Et toi avec le tien. Voilà, exactement. Ne sautez Merci, pas dessus, regarde. les amis. C'est toi qui as gagné, c'est toi qui as gagné. Merci à tous. Merci Isabelle, bonne soirée. When you